Écono avec deux invités en studio. D'abord, Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal, et à Québec, Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. L'IEDM et l'IRIS, quand on parle de gauche et de droite, c'est vraiment les deux organismes auxquels on pense tout de suite, n'est-ce pas, Yuri Chassin? C'est les étiquettes qu'on nous accole. Oui. Mais je pense qu'on a quand même plusieurs nuances. Et d'ailleurs, parfois, on s'entend, ce qui peut être étonnant quand on a l'impression d'opposer deux extrêmes. Mais l'étiquette que vous vous donnez, c'est quoi? Moi, je me définis comme un libéral classique dans un sens plus européen. Donc, c'est complètement différent. C'est pas dans un sens partisan, évidemment. Et c'est de droite? C'est davantage de liberté pour les gens. Parfait. Et Simon, vous vous décrivez comment? Moi, je fais partie d'un institut qui est progressiste, c'est-à-dire qui pense que la collectivité l'emporte sur l'individu et qu'il faut faire des choix collectifs et que c'est comme ça, en fait, que les individus sont les plus libres. Et c'est de gauche? Ben oui, c'est de gauche. Bon, premier sujet. Voilà, on ne le définit jamais et on vient de le faire. IEDM, IRIS, voici les descriptions très claires. Premier sujet, le déficit zéro. Ottawa va arriver au déficit zéro en 2015 et va même arriver à un surplus. M. Flaherty nous parlait de 3,7 milliards. Gel des dépenses, toutefois, pour y arriver. Du côté de Québec, on se prépare. On est sur le point de l'annoncer qu'on va abandonner l'objectif du déficit zéro pour cette année. La CAQ prévoit voter contre un budget déficitaire du gouvernement du Québec. Donc, on pourrait aller en élection plus tôt que tard. Yuri Chassin, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est dommage, peut-être prévisible, parce que effectivement, là, les hypothèses du gouvernement étaient assez optimistes. On l'avait déjà dit, mais il fallait y arriver. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que il y a des facteurs en dehors du contrôle du gouvernement. Il y a un ralentissement économique qui touche le Québec. Il y a des revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Et par contre, il y a aussi un contrôle de dépenses qui a été fait plus ou moins, à la légère, je dirais. Donc, essentiellement, on a laissé les dépenses croître, on a essayé de contrôler en partie, mais clairement, on n'a pas eu la volonté de redresser les finances publiques et d'y aller avec davantage d'économies dans l'appareil de l'État. Et donc, ce n'est pas approprié, à votre avis, que Nicolas Marceau laisse tomber le déficit zéro? Non, en fait, je pense qu'il y a encore du temps pour pouvoir l'atteindre. Il faut prendre des décisions de plus en plus draconiennes, évidemment. C'est plus difficile, mais il y a encore la possibilité de le faire. Écoutez, depuis la récession, les revenus ont explosé. On a été chercher 10 milliards de plus, alors que les dépenses ont continuellement augmenté, moins vite. Hein? C'est pour ça que le déficit se rétracte quand même, mais elles ont augmenté de 5 milliards. Donc, il y a quand même, là, il y a quelques années, on dépensait de 5 milliards moins. Là. Simon Tremblay-Pepin, qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, on a la même opinion sur le fait que le déficit ne sera probablement pas atteint, mais notre accord s'arrête là. C'est-à-dire que le gouvernement n'atteindra pas son déficit et c'est par sa faute. Ce n'est pas par des phénomènes extérieurs, c'est parce que le gouvernement a compresser les dépenses, a moins stimulé l'économie. L'économie se retrouve ralentie par ce facteur, se retrouve aussi ralentie par les dépenses qu'Ottawa a coupées. C'est une situation d'austérité-stagnation. On est dans un marasme économique. Ottawa et Québec auraient pu prendre exemple sur l'Europe, comprendre ce qui s'est passé en Europe, voir que ces stratégies d'austérité-là, elles ne fonctionnent pas, et de continuer dans le même sens, de continuer à couper les dépenses, va juste les entraîner dans le fait d'avoir des difficultés à atteindre leur déficit, encore une fois. Donc, il est absolument souhaitable que le gouvernement ne se donne pas comme objectif de couper dans ses dépenses pour atteindre le déficit zéro, et de cette façon-là, il va mieux y parvenir. Yuri Chassin? Pour être bien sûr de comprendre, Simon, de quelles dépenses on parle, puisque les dépenses publiques ont quand même augmenté, tant au fédéral qu'au provincial. Leur taux de croissance des dépenses est parmi les plus bas dans les 10 dernières années, sinon le plus bas dans les 10 dernières années. Donc ça croît néanmoins, c'est ça, on s'entend. Mais bien sûr que ça croît néanmoins. La question, c'est que les demandes de la population croissent. Hein? Vous savez, la démographie fait que plus de gens à qui il faut fournir des services de santé, à qui qu'il faut éduquer. Donc oui, les coûts de système, eux, croissent vite, mais on est en train de réduire la croissance des dépenses. Parce que quand il on y a parle quelques années, il était à 6 % Parce que quand on parle d'austérité, je pense que c'est ça la nuance qu'il faut faire. Effectivement, l'austérité, elle est décriée dans beaucoup d'endroits, notamment en Europe, où ça ralentit l'économie. Mais quand on parle d'austérité, il faut voir de quoi il s'agit. Parfois, c'est des baisses de dépenses publiques, en effet, dans certains pays d'Europe. Essentiellement, c'est davantage de revenus, davantage de taxes et davantage d'impôts. Ici, c'est notre cas. Au Québec, au Canada, il y a davantage de revenus qui sont pigés, finalement, dans la poche des contribuables. Mais en termes
termes de dépenses, il n'y a pas d'austérité, il n'y a pas de coupure. Il y a une croissance moindre que ce que certains voudraient, dans le fond, mais il n'y a pas là de renversement de la tendance ou de réingénierie de l'État ou quoi que ce soit. Mais rappelons-nous quand même là, des coupures dans l'aide sociale, dans les CPE, dans les universités. Il y a eu effectivement des compressions budgétaires. Est-ce que ces compressions-là, au final, font que les dépenses de système ne suivent, sont en négatif? Non, évidemment pas, mais c'est quand même des compressions et c'est un gouvernement qui investit moins, qui stimule moins l'économie qu'il ne le faisait. La stimulation de l'économie par le gouvernement, c'est toujours une panacée attirante. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut demander à l'État de renflouer l'économie, de stimuler l'économie à grands coups de dépenses qui proviennent quand même de quelque part, soit d'impôts qu'on prélève maintenant, soit d'endettement. Et il est là le déficit. Le déficit, c'est quand même d'emprunter sur la carte de crédit pour des dépenses qu'on fait maintenant. Le pelletage par en avant, on en a fait pendant 40 ans au Québec. Si ça stimulait tant que ça l'économie, on ne serait pas une des provinces les plus pauvres au Canada. Au contraire. Donc, je pense qu'il y a vraiment là une recette qui a échoué. Il faut peut-être penser à un peu davantage de rigueur et à rassurer les marchés financiers aussi. On y va avec un deuxième sujet, le libre-échange. Accord conclu à la fin du mois d'octobre. En termes de principe, en tout cas, on a parlé de gagnants et de perdants. Simon Tremblay-Pépin, d'abord, cet accord vous inquiète pour les prix des médicaments notamment? Mais bien sûr, c'est une étude que nos collègues du CCPA à Ottawa, du Centre canadien des politiques alternatives, ont publiée récemment. Entre 850 millions et 1,6 milliard de plus en dépenses de médicaments à cause de cet accord. Évidemment, c'est à partir des documents qu'on a pu obtenir autour de cet accord. Il faut rappeler quand même que cet accord, il est secret, qu'on n'a pas les documents qui ont été signés, qui sont toujours très complexes d'ailleurs, bien sûr, mais qu'il est quand même préférable d'avoir pour savoir ce qu'a signé notre gouvernement. On en sait quand même un certain nombre de choses et dans le cas des médicaments, ça veut dire davantage de dépenses. Mais le plus gros problème de cet accord est surtout au niveau démocratique, c'est-à-dire qu'il va renforcer la capacité d'entreprises à pouvoir poursuivre le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux également. Bien, effectivement, il y a une limitation du pouvoir des élus d'accorder des privilèges à leur firme nationale. Notamment, et moi je pense que c'est vraiment très intéressant, surtout dans le contexte actuel avec les commissions Charbonneau où on essaie de démanteler des réseaux de collusion, d'ouvrir les contrats publics à la concurrence étrangère. Donc, permettre, par exemple, aux entreprises européennes de soumissionner sur nos appels d'offres. Et ça réglerait les problèmes de corruption-collusion? Bien évidemment, ça rend beaucoup plus difficile la possibilité de quelques entreprises d'asphaltage à Montréal de s'entendre. Par exemple, s'il y a une entreprise européenne qui, elle, est vraiment très loin, qu'on peut difficilement intimider et qui peut soumissionner. Donc, faire des économies, être plus efficace et honnête, avoir des gains, Simon Tremblay-Pépin, ceux qui défendent l'accord de libre-échange disent, ben oui, c'est sûr qu'il y a des perdants, mais il y a plus de gagnants et honnête, on est davantage gagnant avec ce type d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, la corruption, elle s'étend aussi dans les firmes multinationales. On l'a vu avec un ensemble de rapports, par exemple ceux de Transparency Report, là, qui nous disent à chaque année que oui, effectivement, il y a de la corruption dans ces firmes-là. Donc, le fait que ce soit international ne va pas changer ce fait. Mais que ce soit de la corruption ou de la collusion, on perd d'argent quand même. La deuxième chose, c'est évidemment la question de ne pas limiter la question démocratique au seul fait d'octroyer des contrats à des firmes nationales. Par exemple, on peut reprendre l'exemple de l'Australie, tout simplement, où le gouvernement a voulu légiférer pour réduire la publicité sur le tabac, sur les paquets de cigarettes, et s'est fait poursuivre par une entreprise qui a dit, ben nous, on va perdre de l'argent avec ça, donc on peut vous poursuivre, et le gouvernement a été tenu de payer plusieurs centaines de millions de dollars à ces compagnies-là. C'est passé la même chose en Argentine. Il est en train de se passer la même chose au Canada, où notre gouvernement est poursuivi par une entreprise pharmaceutique pour le même genre de logique. Une sorte de perte de pouvoir aussi nationale. Par rapport à des tribunaux, et que les risques décrits comme des tribunaux apatrides, évidemment, les tribunaux ne sont pas élus. Les tribunaux sont toujours nommés, mais par des instances politiques qui, elles, sont légitimes. Donc, il ne faut pas y voir là, quelque chose de tout à fait ironique ou nouveau. Le fait que ce soit
des tribunaux qui ne soient pas nationaux, c'est pas un problème non plus en si soi. on veut changer, M. Chassin, là, si on veut changer les élus de ces tribunaux-là, là, comme on peut le faire au Canada quand on vote pour un parti et qu'on dit on aimerait davantage ce genre d'élus au niveau judiciaire et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international pour les changer? Quel accès on a à ces gens-là? Donc, c'est clair qu'il y a effectivement une concertation entre différentes nations pour nommer ces gens-là. Cependant, et puis je pense qu'il faut bien le reconnaître, au-delà des mécanismes, et on peut en débattre des mécanismes, il y a au total un consensus assez fort sur l'aspect positif globalement du libre-échange. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il peut y avoir des perdants, il peut y avoir des gens qui, entre autres à court terme, là, sont bouleversés dans leur industrie, mais au total, c'est positif. Et les perdants, généralement, c'est ceux qui avaient obtenu des privilèges indus et qui se les voient retirés par le libre-échange. Donc, en somme, c'est bon. Les perdants, c'est la démocratie, malheureusement, M. Chassin. C'est le mot de la fin, donc on va s'arrêter là-dessus. Merci Simon Tremblay-Pepin à Québec et Yuri Chassin à Montréal. Merci bien. Merci, messieurs.